Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un grand classique, un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Ah oui, un monument. La religion de l'Inde du sociologue Max Weber. Alors les sources qu'on a, c'est une série d'extraits de cet ouvrage. Qui est assez monumental, il faut le dire. Oui, et notre mission, c'est de comprendre l'argument central de Weber. C'est une sorte de grande énigme en fait. Mhm. Comment la structure religieuse de l'hindouisme, et surtout le système des castes, a pu façonner l'histoire sociale et économique de l'Inde. Au point de la mettre sur une voie totalement différente de l'Occident. Exactement. C'est une question puissante. Alors, allons-y, on décortique ça ensemble. C'est vraiment le cœur de sa pensée. Et Weber, il commence tout de suite avec un paradoxe qui est assez déroutant. Lequel? Il observe que l'Inde ancienne, elle avait un peu tout pour réussir, si on peut dire. C'est-à-dire? Des sciences rationnelles avancées, une pensée philosophique hyper pointue, un système de droit, une justice. D'accord, plein d'outils qui en Europe ont été des ingrédients clés du capitalisme. Voilà. Et pourtant, ce capitalisme moderne, rationnel, il n'a pas émergé de l'intérieur. Du coup, il se demande pourquoi. Et la réponse, il va pas la chercher dans l'économie. Non, il va la chercher dans les fondations religieuses de la société. D'accord, alors commençons par le début. Pour Weber, il y a une différence fondamentale entre l'hindouisme et, disons, le christianisme ou l'islam. Une différence de nature même. Il explique que l'hindouisme n'est pas une religion universelle. On ne se convertit pas, on est hindou. C'est ça. Il a cette phrase assez percutante, je trouve. Ah oui, elle est très forte. Il dit « Toute personne qui n'est pas née hindoue reste une étrangère, une barbare, à qui les valeurs sacrées de l'hindouisme sont en principe refusées. » C'est une idée assez brutale pour commencer. C'est une porte d'entrée radicale, mais elle est essentielle pour comprendre tout le reste. Pourquoi? Parce que cette exclusivité, ça crée une distinction fondamentale entre un dedans et un dehors. D'accord. Les religions missionnaires, elles, cherchent à convertir tout le monde, à effacer les frontières. L'hindouisme, dans la conception de Weber, les renforce. C'est une religion de la naissance, de l'hérédité. Il nuance un peu quand même. Oui, il nuance un peu. Il mentionne l'existence de castes à porte ouverte qui peuvent de temps en temps intégrer des groupes extérieurs, mais ce sont des exceptions. Le principe général, ça reste que la communauté de foi est délimitée par le sang. Exactement. Et au centre de cette communauté, il y a cette institution qui fascine et qui dérange. La caste. La caste, oui. Et là-dessus, Weber est catégorique. Il écrit « La caste est l'institution fondamentale de l'hindouisme ». Pas d'hindou sans caste, pour lui. C'est aussi simple que ça. Il rappelle la structure classique, les 4 varnas, donc au sommet les brahmanes, les prêtres, Et les lettrés, oui. puis les kshatriyas, les guerriers, les dirigeants, ensuite les vaishyas, commerçants, agriculteurs, et enfin les shudras, les serviteurs. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont il essaie de la définir par rapport à ce qu'elle n'est pas. Ah oui, en Europe, c'est un passage clé. Absolument. Il explique que les guildes européennes, les corporations de boulangers ou de maçons, elles créaient de la fraternité. On buvait ensemble, on célébrait des saints patrons. On partageait des repas. Et pour Weber, ce simple fait a été le ciment de la citoyenneté européenne. De la commune urbaine, tout à fait. Alors qu'en Inde, il dit que c'est tout l'inverse. Exactement. Et c'est un point central de son analyse. Le système des castes, par ses règles de pureté rituelle, empêche activement cette fraternisation. Le concept clé ici, c'est la commensalité. Littéralement, le fait de pouvoir manger à la même table. D'accord. Les règles de caste déterminent avec une précision quasi obsessionnelle qui peut manger avec qui, quelle nourriture est pure ou impure. Qui a le droit de cuisiner. Et même de la main de qui on peut accepter un verre d'eau. Attends, donc le simple fait de ne pas pouvoir partager un repas avec son voisin, l'artisan d'à côté, pour Weber, c'était pas juste une bizarrerie sociale, Ah non, pas du tout. c'était l'obstacle fondamental qui a empêché la naissance de la ville comme force politique unifiée. C'est une affirmation énorme. C'en est une. Parce que pour Weber, ce repas partagé, cette commensalité, c'est le creuset de la citoyenneté européenne. D'accord. C'est là que les membres des guildes deviennent des frères, et que ces frères deviennent des citoyens qui peuvent s'unir contre un seigneur, par exemple. Et en Inde? En interdisant rituellement ce mélange, le système des castes a, selon lui, atomisé la société urbaine. Il n'y a pas de peuple de la ville, il y a une juxtaposition de groupes de castes, séparés par des murs rituels invisibles. Il donne un exemple frappant dans les textes. Oui, celui des famines. Il parle des famines, où l'on organisait des soupes populaires. Et bien même là, dans l'urgence absolue, on créait des salles séparées. Où on traçait des lignes à la craie par terre. Pour que les membres des différentes castes ne se mélangent pas en mangeant. La pureté rituelle passait avant la survie. C'est
C'est fou. Montre à quel point cette logique est ancrée. La préoccupation centrale de l'individu, c'est pas l'enrichissement économique. Ou la lutte politique. Non. C'est le maintien de sa position sociale et de sa pureté rituelle. L'orientation de la vie est complètement différente. D'accord, donc on a ce système incroyablement rigide, mais qui le fait respecter? Qui est au sommet pour s'assurer que personne ne franchit les lignes? C'est là qu'interviennent les brahmanes. Ah, Weber affirme que le prestige d'une caste se mesure à sa relation avec le brahman. Plus une caste est proche des brahmanes et de leurs règles, plus son statut est élevé. ce sont les arbitres de la pureté, en quelque sorte. Les gardiens de la tradition, exactement. Leur pouvoir ne vient ni des armes, ni de la richesse, mais de leur monopole sur le savoir sacré, les Védas, et sur les rituels. Et ce pouvoir est tel que même les rois en dépendent. Ah oui, complètement. Weber explique qu'un souverain, pour être pleinement légitime, devait avoir un chapelain brahman personnel. Un psoroïta. C'est ça. Sans ce brahman à ses côtés pour accomplir les rites, le roi n'était pas vraiment un roi aux yeux de la tradition. Il avait peut-être le pouvoir, mais pas l'autorité. Exactement. Le purohita, c'était pas juste un prêtre, c'était une sorte de nécessité constitutionnelle. Et en échange de cette légitimation, les brahmanes recevaient des privilèges. Énorme. Des terres, des détails, de l'argent. C'était une alliance mutuellement bénéfique entre le pouvoir temporel des rois et le pouvoir spirituel des brahmanes. Et c'est ce besoin de légitimité qui a permis au système de s'étendre, c'est bien ça. Tout à fait. Il décrit ce processus qu'il appelle l'hindouisation. Des groupes tribaux qui étaient en dehors du système cherchaient à améliorer leur statut. Et pour ça, Ils se mettaient à adopter les coutumes hindues. c'est ça. Ils arrêtaient de manger du bœuf, renonçaient à l'alcool, engageaient des brahmanes pour leurs cérémonies, Et en faisant ça, ils espéraient être reconnus comme une vraie caste. souvent en revendiquant le statut de kshatriyas, la caste des guerriers. Donc le système, il n'est pas seulement imposé d'en haut. Il est aussi désiré par ceux qui sont en bas. Oui, c'est une force d'assimilation prodigieuse. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que ça marche même pour les contestateurs. Il donne l'exemple des lingayats. Oui, c'est un cas d'école. À l'origine, c'était un mouvement de protestation, une sorte de réforme protestante avant l'heure, contre le pouvoir des brahmènes et contre les castes. Et pourtant, avec le temps, Ils sont devenus une caste comme les autres. avec leurs propres subdivisions, leurs propres règles d'endogamie, de pureté, le système est tellement puissant qu'il finit par absorber et remodeler même ses opposants les plus virulents. C'est dingue! C'est une des thèses les plus fortes de Weber. La structure sociale est une sorte de force gravitationnelle inéluctable. Waouh! Donc même un mouvement révolutionnaire contre le système finit par être aspiré et devient une nouvelle pièce du puzzle. C'est ça. C'est comme une sorte de trou noir social dont rien ne peut s'échapper. C'est tout à fait ça. Et pour Weber, c'est une des raisons principales pour lesquelles des religions potentiellement révolutionnaires, comme le bouddhisme, qui rejetait les castes, N'ont finalement pas réussi à s'implanter durablement en Inde. voilà. L'hindouisme, avec son système de castes, offrait aux élites dirigeantes un outil de légitimation et de stabilisation sociale incomparable. Bon, alors après ce long détour par la religion et la structure sociale, revenons à notre énigme de départ. L'économie. Quel est l'impact de tout ça sur l'économie? Comment ce système a-t-il, selon Weber, empêché l'émergence du capitalisme? Sa conclusion est sans appel. Le système des castes a été un obstacle structurel fondamental. Il identifie plusieurs verrous. Le premier, j'imagine, c'est le traditionnalisme. C'est le plus évident, oui. Le système fige les individus et les familles dans des professions héréditaires. Et pire, il sacralise les techniques de travail. C'est-à-dire que si on est potier, on doit utiliser la même technique que ses ancêtres, sinon on risque des problèmes sariens. C'est exactement ça. Weber explique que tout changement de méthode, toute innovation technique, pouvait être perçu comme une rupture avec la tradition, et donc entraîner une dégradation rituelle. Ah oui, d'accord. Si une caste de potiers décidait d'adopter un nouveau tour plus efficace, elle risquait d'être considérée comme impure par les autres, de perdre son statut. Dans ce contexte, l'innovation n'est pas récompensée. Elle est sanctionnée, ça freine mécaniquement tout progrès technique. Et il y a aussi un verrou psychologique, si je comprends bien. Tout à fait. L'objectif de la vie, ce n'est pas le profit rationnel, comme dans l'éthique protestante, mais le maintien du statut rituel. C'est ça. Il parle de magie qui imprègne tout le système et qui s'oppose à la rationalisation du monde. Ça, c'est un concept central chez lui. Absolument. Et quand Weber parle de magie, il ne pense pas seulement aux sorts et aux potions.
Non. Il désigne une vision du monde où chaque geste, chaque outil, chaque métier est chargé d'un sens sacré, traditionnel. Immuable. On ne change pas sa technique pour être plus efficace. Non, parce que cette technique fait partie d'un ordre cosmique. La rationalisation, c'est l'inverse. C'est le fait de dépouiller le monde de ce sens sacré pour se poser la seule question qui compte pour le capitalisme. Quelle est la manière la plus efficace et la plus rentable de faire ça? Indépendamment de la tradition. Pour Weber, ce désenchantement du monde, c'est le moteur du capitalisme. Et en Inde, ce moteur était bloqué par la logique de la caste. C'est plus clair. C'est un peu comme la différence entre une recette de grand-mère qu'on ne change pas et une cuisine industrielle qui cherche la formule la moins chère. C'est une excellente analogie. Et c'est pour ça qu'il qualifie l'artisan hindou d'extrêmement habile et travailleur. Mais la structure globale l'empêche de traduire ce travail en une dynamique capitaliste. La division du travail était rituelle avant d'être économique. Parfaitement résumé. Il appelle ça l'effet stéréotypant de la caste sur la technique. Il va même plus loin. Il dit que ces barrières ont rendu impossible la création de grandes entreprises, comme les manufactures en Europe. Oui. L'idée même de rassembler dans un atelier des ouvriers de différentes castes, qui ne peuvent pas partager un repas, ni même boire la même eau, c'était une impossibilité rituelle. Et si on met tout ça bout à bout, la thèse de Weber devient très claire. Il ne dit pas que l'Inde précoloniale était pauvre ou arriérée. Non, pas du tout. Il reconnaît l'existence d'un commerce florissant, de guildes puissantes, d'une grande richesse, mais le spiritus, l'esprit du système, était radicalement différent. Il manquait cet élan vers la réorganisation constante et rationnelle de la production. Oui, l'objectif ultime, c'était de conserver sa place dans un ordre social et cosmique perçu comme éternel. Donc, pour résumer la pensée de Weber, la structure sociale unique de l'Inde, fondée sur la caste et la pureté rituelle, a créé un monde tellement à part, Qu'il a suivi une trajectoire de développement complètement distincte. et ce, même s'il y avait plein d'éléments, la science, le droit, qui, ailleurs, auraient pu mener tout droit au capitalisme. C'est exactement ça. Son analyse, bien sûr, a été écrite il y a plus d'un siècle. Elle a été largement débattue, critiquée, nuancée depuis, et c'est normal. Bien sûr. Mais elle nous laisse avec une question finale assez provocatrice, je trouve. Laquelle? Aujourd'hui, face aux immenses transformations de l'Inde contemporaine, dans quelle mesure les barrières traditionnalistes et les logiques de statut qu'il a identifiées il y a 100 ans persistent-elles? Et si elles persistent, sous quelle forme nouvelle, peut-être plus subtile, se manifestent-elles dans le monde globalisé du XXIe siècle?